chronique portant sur la géopolitique et également sur la finance qui est faite lors du 10 avril de l'année 2026. En fait, il y a quelques jours, c'est-à-dire le 1er avril 2026, j'avais produit sur ma chaîne YouTube une vidéo s'intitulant Commentaires sur la manière de négocier de Trump. Et je commentais un petit peu l'escalade qu'il faisait parce que, bon, Donald Trump menaçait de détruire des infrastructures énergétiques en Iran. Et j'avais dit que probablement que la prochaine étape, ça va être de menacer l'Iran d'une attaque nucléaire, là, si on continue l'escalade, là, en plus des usines de dessalement. J'entrevoyais qu'elle allait avoir une continuité de l'escalade et c'est ce qui a eu cours dans les derniers jours. Donc, Trump a été en escalade. En fait, ce qui est arrivé, ça fait des titres spectaculaires là, dans les bulletins de nouvelles là, il y a à peine quelques jours. Je voulais prendre un petit peu de recul sur l'événement là, avant de commenter qu'est-ce qui s'est passé mardi dernier. Donc, en fait, Trump, ça a fait les titres de la manchette parce que ce qui est arrivé, c'est qu'il c'était mardi passé, il a dit « Une civilisation entière va mourir ce soir », déclare Donald Trump à quelques heures de la fin de son ultimatum. En fait, ce qu'il a fait, c'est que il a fait souvent des ultimatums. En fait, il en a fait à peu près 5 là, par rapport à l'Iran, où il va en escalade d'un ultimatum à l'autre en accroissant la menace. Puis, ce que j'avais pensé le 1er avril, j'ai dit la prochaine étape, c'est qu'il va brandir la menace nucléaire. En fait, il ne l'a pas fait explicitement. Il l'a fait à travers des sous-entendus. Là. Je veux dire, une civilisation entière va mourir ce soir. C'est comme si c'était la fin de l'Iran, là, à quelques heures avant de la fin de l'ultimatum au régime iranien. Le régime iranien n'a pas cédé par rapport à ces menaces. Ça a fait des beaux articles, ça a été très spectaculaire dans les médias. On s'aurait cru dans un film avec une forte tension dramatique. Peut-être qu'après l'événement, il y aura des séries télévisées ou même des films sur la guerre qui aura eu cours en 2026 entre l'Iran et également les États-Unis. Là. Donc, là, sur le site de Radio-Canada, il y a un article qui a été publié. Des experts s'inquiètent d'une possible frappe nucléaire américaine contre l'Iran. Ça, c'est en lien avec les déclarations de Trump. Donc, c'est ça. Là, il met de la pression à travers ses messages sur Truth Social. Là, c'est très sensationnaliste. En fait, le point, c'est que 1 heure et demie avant qu'il mette à l'exécution sa menace, parce que c'était à 20h mardi soir. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit il y a un cessez-le-feu là, de 2 semaines qui a été pris là, avec l'Iran. Donc Donald Trump a reculé et il était beaucoup dans l'escalade. Hein. Tu sais, quelques jours avant, il avait écrit un message sur Truth Social. Il dit Tuesday, donc mardi, will be Power Plant Day and Bridge Day, all wrapped up in one in Iran. Open the fucking strait, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch. Praise be to Allah. Ça, c'est écrit ça en anglais. Donc, autrement dit, il a fait des menaces où il leur demandait vraiment d'ouvrir le passage en les injuriant les gens en Iran, en les traitant de salopards, donc de salopards fous. Puis sinon, ils vont vivre en enfer. Puis là, il disait, dans le fond, gloire à Allah. Il y a un côté baveux, Donald Trump, dans ses messages. Là. Je pense qu'il n'a peut-être pas lu le livre de L'art de se faire des amis. Mais c'est truc d'intimidation pour mettre de la pression, parce qu'il me fait penser à un enfant d'école qui cherche à intimider les autres. Ça n'a pas fonctionné. L'Iran s'est tenu debout. Ça fait ça fait presque 40 jours que l'Iran se tient debout contre les États-Unis. Ils ne cèdent pas au chantage. Fait que finalement, les États-Unis reculent.
Et puis, il y a des gens qui pensent que Donald Trump, les propos grossiers qu'il tient, et serait le signe d'une dérive mentale. Donc, sur TVA Nouvelles, eh bien, c'est sûr que c'est un questionnement parce que des fois, les gens qui ont des problèmes de santé mentale s'enlèvent les inhibitions dans les propos. C'est sûr que Donald Trump fait des menaces importantes, là, de menacer de détruire des infrastructures civiles, comme par exemple des ponts, ensuite des usines de dessalement de l'eau qu'il a faites, puis aussi les infrastructures énergétiques et électriques. C'est questionnable, à savoir est-ce que ça respecte les droits de l'homme, la Convention de Genève, de faire ça. Puis s'il met exécution ça, est-ce que c'est légal au niveau du droit international? Quoique je pense que vous l'aurez sans doute compris, ça fait plusieurs semaines ou mois ou années, en fait, qu'il s'en fout carrément du droit international. Il fait pas mal ce qu'il veut avec ses menaces. Mais quoi qu'il en soit, présentement, l'ambiance est un peu plus détendue qu'elle l'était. Au niveau de la valeur du baril du pétrole par rapport au Brent, donc à l'international, vous voyez, ça a baissé. Là. Il était à 112 $ US le baril, il est tombé à 95. Donc, il y a une petite détente. C'est sûr, c'est pas revenu au prix d'avant la tension entre les États-Unis et l'Iran, mais il y a quand même, après la montée parabolique qu'on a connue récemment, une détente qui est là. Par contre, est-ce que d'ici 2 semaines, il va y avoir entente entre l'Iran et les États-Unis? Je suis très sceptique parce que le plan des 10 points des mots-là contient notamment la poursuite du programme de Téhéran sur l'enrichissement d'uranium et la levée de toutes sanctions. Fait que là, donc, si les États-Unis, à la base, supposément, vont en Iran pour empêcher qu'il y ait des armes nucléaires qui soient produites. Bon, là, je vais arrêter. Il y a quelque chose qui lisait. Donc, s'ils vont là pour empêcher, puis eux autres, ils veulent mettre en place un plan qui leur permet de continuer l'enrichissement d'uranium qui peut servir à faire des armes nucléaires. Donc, vous voyez que ça serait une contradiction, là. Ça mettrait à l'eau toute la démarche, supposément, pour réduire la menace de l'Iran, qu'elle deviendrait une puissance nucléaire là, en ayant des armes nucléaires. Là. Donc, ça, c'est un élément important. Mais en fait, le point, c'est que par rapport au plan, c'est que l'Iran de son côté, revendique au niveau de la négociation le contrôle du détroit d'Ormuz. Donc, puis donner des droits de payage. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que si Trump accepte ça, ça va empirer la situation pour les bateaux américains ou même israéliens qui vont vouloir passer dans le secteur ou les bateaux d'un peu partout qui vont être obligés de payer un droit de payage. Fait que qu'est-ce qui résulterait de la crise? C'est que les Iraniens s'enrichiraient à chaque année de plusieurs milliards de dollars. Parce que si, par exemple, ils font passer un pétrolier puis lui demandent 2 millions, ben ça monte vite là, sur un an, là, puis il y en a plusieurs bateaux qui passent. Donc, c'est eux autres qui seraient gagnants. Pourquoi? Parce que Trump n'a pas osé mettre à exécution ses menaces. Probablement que c'est un joueur de poker, là, des fois, il fait du bluff. Donc, pour comprendre sa mentalité, ben, il faut s'intéresser, entre autres, au jeu du poker, que des fois, tu peux faire croire à ton adversaire que tu as une bonne main, mais lui, il ne voit pas tes cartes. Donc, si tu mises gros, lui, il va penser que tu as sans doute une bonne main, mais c'est pas nécessairement le cas. Donc, c'est un gros parleur, Trump. Avant que ça arrive, j'avais discuté avec ma compagne, puis on avait l'intuition que c'était trop gros. Là. Il ne mettrait pas de l'avant. Là. Il avait dit aussi qu'il rayerait l'Iran de la carte. Tu sais, ça sous-entendait qu'elle allait tout détruire là, l'Iran là, avec, dans le fond, l'arme nucléaire, puis retourner aussi l'Iran à l'âge de pierre. Donc, c'était tellement gros comme affirmation que j'avais l'impression qu'il ne se passait rien. Puis, savez-vous quoi? Ce que j'ai fait, dans le fond, quelques heures, c'était mardi, sur mardi midi, ben qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai misé sur le fait que c'était une bonne période de rentrer en bourse parce qu'il y avait des tensions. Puis probablement que Trump, encore une fois, il va faire sa poule mouillée puis il ne mettra pas à exécution ses menaces. Un peu comme quand il avait menacé la Chine de droits de douane d'au-dessus de 100%. Ça aurait été une catastrophe pour les consommateurs américains qui achètent en grande quantité des produits chinois. Mais non, il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il n'a pas été de l'avant. Puis, ça a été une belle période pour moi parce que j'ai acheté des titres liés au Nasdaq 100. Nasdaq 100 est un petit peu à la baisse là, mardi passé. Quoique pas tant que ça. Là. C'est vraiment minime. Je pense que le marché, les gens qui investissent sur les marchés sont habitués que Trump fait des menaces à l'emporte-pièce. Puis là, après ça, ben, le lendemain, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, le Nasdaq 100, comme je m'y attendais, a rebondi à la hausse. Donc, il y a un petit creux qui s'est fait. Puis, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, dans le fond, ça a remonté là, après mardi passé là, au niveau du Nasdaq 100. Là, il est à 25 000 points là, à peu près. Là, donc, mais c'est minime, là, j'en parle, mais c'est vraiment anecdotique. Là, c'est pas quelque chose qui change une vie là, quand même. Là, mais le point, c'est de comprendre la psychologie de Trump qui fait des grosses menaces. Et là, c'est sûr qu'au niveau du rapport de force, ben c'est l'Iran qui n'ont pas cédé. C'est lui qui a reculé une heure avant de la mise à exécution de son ultimatum. Donc, l'Iran, présentement, est en position de force. Puis c'est probable que c'est elle qui va sortir gagnante de la crise en pouvant à présent, dans le fond, imposer des droits de douane aux bateaux qui vont passer à travers le détroit d'Ormuz à la hauteur de plusieurs milliards de dollars à chaque année. Puis, mais on va voir ce qui va arriver là, dans les prochains jours. Sinon, ben, c'est sûr que pour ce qui est du volet financier, ben, je me tiens toujours au courant de ce qui se passe. Donc, je regarde, par exemple, par rapport à la valeur de l'once d'or. L'once d'or, il y a eu un creux à cause de l'augmentation de la valeur du pétrole. Là, comme on a vu, le pétrole, ça s'est calmé. Le coût du baril de pétrole a baissé et la valeur de l'once d'or, dans le fond, se remet à augmenter, comme je le pensais, parce que l'or, c'est une valeur refuge par rapport à l'ensemble des États-nations qui s'endettent constamment. Et plus que les États-nations s'endettent et plus que d'argent américain en réalité qui est imprimé qui sert à évaluer de l'or, moins l'argent d'Américain vaut quelque chose, donc plus que l'or vaut cher. Ça, c'est mon raisonnement économique long terme. Là. Donc, je suis confiant, je suis encore investi dans l'or, que ça va se remettre à augmenter. Sinon, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des YouTubers comme Oldfish qui a fait une vidéo qui expliquait pourquoi ils préfèrent le fonds négocié en bourse avec option d'achat Oily plutôt Cancel pour avoir des revenus passifs à chaque mois par rapport à la valeur du pétrole. Et son analyse, je la trouve très intéressante parce qu'en effet, le fonds Oily donne avec un effet de levier de 33% à la différence d'Ancel qu'un effet de levier de 25% va donner plus de rendement là, à chaque mois. Par rapport à la nature de la construction du fonds, j'en viens aussi à peu près la même conclusion que lui. Puis lui, il y a aussi Better Call Paul qui a fait la comparaison entre les deux fonds. En fait, je vous en parle à titre indicatif parce que si je rentre massivement pour acheter l'un de ces deux fonds-là, naturellement, je vais attendre que le pétrole baisse plus. Mais j'ai ça en tête. Éventuellement, quand le pétrole va baisser, s'il y a une rotation des actifs, ça peut être intéressant dans une optique de diversification. Ou si quelqu'un, dans le fond, évalue qu'il peut avoir une montée à 150 US de valeur du baril du pétrole parce qu'il y aura zéro entente, puis il va y avoir des troupes américaines qui vont aller en sol iranien dans les prochains jours. C'est sûr que là, ça se peut que ça augmente, mais on ne le sait pas. C'est de la spéculation. Donc, je reste prudent. Je suis heureux de ne pas avoir pris des fonds négociés en bourse avec des effets de levier sur la valeur du baril de pétrole pour spéculer dessus parce qu'il a encore baissé présentement. Fait que c'est pas... la situation est très incertaine, surtout avec les propos de Trump. Donc,
Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à l'investissement? Ben, le Nasdaq 100, il a remonté dans les derniers jours, qui est lié aux 100 plus grandes entreprises américaines. Moi, je continue d'acheter régulièrement du HHIS qui est lié avec ça. Pourquoi? Ben, parce que ça me donne un rendement. Là, voyez-vous, il est à 31,21% par année. Ça fluctue. À un moment donné, il est à 24%. Là, il y a eu des augmentations de rendement. Pourquoi que je parle de ce fonds-là, puis d'autres dans le même style que je prends? C'est dans l'optique de surperformer l'indice du Nasdaq 100 qui, sur une période de plusieurs années, va donner à peu près un 17% de rendement pour aller chercher des trucs qui sont volatiles. En fait, ce que Trump fait, c'est le lien que je voulais mettre l'emphase aujourd'hui par rapport à mon analyse financière puis également géopolitique, c'est que Trump crée beaucoup de volatilité sur le marché boursier, de l'incertitude. Et ce qui peut être intéressant, c'est tirer profit de ça pour s'enrichir. Donc, si on est dans un contexte de stabilité mondiale, puis il n'y a pas beaucoup de variations sur la bourse, il y a des titres qui vont mieux performer. Mais dans un contexte d'instabilité, qu'est-ce qui performe, entre autres? C'est les fonds négociés en bourse avec option d'achat. Pourquoi? Ben, parce que plus que c'est volatile, le marché, plus que les gens qui écrivent les options d'achat par rapport à des titres boursiers peuvent aller chercher des primes qui sont importantes en proportion à cause du risque qui va justifier en fait la pertinence qu'il y ait une prime élevée se rapportant à l'écriture d'options d'achat. Parce que le risque de fluctuation est plus grand. Et les options d'achat, pour vous remettre en contexte un petit peu, c'est par exemple par rapport à une action d'une entreprise comme Tesla. Une personne peut écrire une option d'achat en disant, ben écoute, si tu m'achètes, moi je te réserve l'action. Si tu me l'achètes d'ici un mois, ça va te coûter, mettons, 4 $. Donc, parce que si le contexte est très, très volatile, au lieu de réserver l'action pour une valeur de 4 $, ça va peut-être être 6 $, 8 $. Si le client à l'autre bout est intéressé à l'avoir pour un certain prix parce que la conviction que ça va monter davantage que le prix présent, ben, il va être prêt à payer en proportion. Donc, c'est le principe des options d'achat. Et qu'est-ce qui, présentement, me nourrit, m'apporte de la satisfaction, c'est quand que je vois mes revenus passifs rentrer à chaque mois, comme cette semaine, là, avec mes produits RS que j'ai pris, comme HHIS, Tesla, puis Palantir, qui vont tous donner des rendements qui surperforment le marché. Tesla, lié à l'entreprise Tesla, 36,60. Ensuite, Palantir, 44,72%. HHIS, 31,21%. Donc, puis à chaque mois, ben, je regarde dans mon compte la croissance de ça, puis je réinvestis. Tant que je travaille, ben, je peux prendre l'argent qui, dans le fond, que je n'ai pas besoin pour subvenir à mes besoins, pour le réinvestir par rapport à mes revenus passifs pour bénéficier de ce qu'on appelle la boule de neige, l'effet boule de neige. En passant à l'enregistrement présent, je sais qu'il faut tout le temps que je le mentionne à un moment donné dans le cadre des enregistrements que je fais. Je n'ai pas un conseiller en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement. Investir comporte des risques et comme j'ai fait mention à des titres boursiers spécifiques, je fais naturellement cette mise en garde parce qu'il n'y a rien qui est garanti. Bien qu'on peut faire des évaluations qu'une entreprise comme par exemple Palantir ou Tesla qui valent des montants d'argent importants ne feront pas faillite demain matin. Pour ce qui est de Tesla, vous voyez au niveau de la fenêtre, en fait de la situation, Tesla a atteint son plus haut sommet en décembre 2025 à 481 $ US. Là, il est à 345 puis il est en train de baisser. Fait que là, j'ai profité de la fenêtre, de la situation présente pour reprendre du Tesla qui se rapporte à Tesla parce que c'est un des produits les plus volatiles à la base. Quand l'entreprise Gilmax avait écrit les fonds d'achat, les fonds négociés en bourse avec option d'achat aux États-Unis, probablement que Harvest s'est inspiré parce que Gilmax avait fait Tesla-U, U pour en dollars américains, tandis que Harvest par la suite a créé le fonds qui s'appelle Tesla-C.
Puis à la base, Yieldmax, ben, ce qui faisait des options d'achat, c'était cela. Pourquoi? Parce que c'est un des titres les plus volatiles sur le plan boursier. Dans les autres qui sont très volatiles, que j'apprécie beaucoup, ben, il y a Reddit, qui est par rapport à un site Internet là, de réseau social que les gens échangent l'information. Vous voyez, la part vaut 4,86 puis ça donne 25 cents par mois. Là. Donc, mais il a baissé beaucoup le titre. Je veux dire, la valeur du titre d'un dernier mois. Je regardais ça, là, c'est pas très agréable à regarder. Là. Je fais à peu près du moins 40%. Mais en termes de volatilité, puis sinon, il y a MSTE que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est des titres qui vont aller chercher beaucoup de rendement à chaque mois. Puis bon, après ça, moi, à la fin du mois, un peu comme quelqu'un qui a une paye, mais là, je peux utiliser l'argent en fonction des opportunités du moment. Comme récemment, j'avais acheté par rapport à Microsoft, MSHE. Non seulement il donne 24,33%, il y a plusieurs commentateurs dans le domaine de l'investissement qui évaluent que en termes de ratio cours-bénéfice, c'est un des plus bas sur le plan historique qu'on connaît présentement par rapport à l'entreprise Microsoft. Donc, ça peut être une opportunité à prendre en considération à ce sujet-là. C'est ça, je me tiens au courant, puis, comment dire, c'est quoi que je voulais rajouter en lien avec ça? Ben, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui existent. Il faut bien s'informer. Là. Comme vous voyez, là, il y en a plein ici. Il y a des nouveaux. Ceux qui sont plus anciens, qui datent d'un an et plus, ben, on a le pourcentage de rendement sur un an. Là. Mais il y a quand même plusieurs pourcentages de rendement qui sont intéressants par rapport à des titres spécifiques dans l'optique de surperformer le Nasdaq 100. Sinon, pour ce qui est du domaine de la crypto, je jette toujours un œil parce que j'attends la résurrection du Bitcoin. Mais oui, le Bitcoin va sans doute ressusciter, mesdames et messieurs. C'est-à-dire que après avoir descendu dans les enfers du marché baissier, le troisième jour, il réussit Sirita. Ben là, je m'amuse un peu là, parce que je suis issu d'une culture catholique chrétienne. Mais bref, le Bitcoin, là, il a connu des baisses importantes dans les derniers mois depuis octobre passé. Puis, j'ai l'impression qu'éventuellement, il va remonter à partir d'octobre 2026. Je suis patient. Et probablement que l'opportunité, dans le fond, importante, à mon avis, la plus importante de faire de l'argent avec le Bitcoin va se présenter dans les prochains mois. Donc, ça me donne un but d'envie, hein, attendre le retour du Bitcoin. Est-ce que là, le Bitcoin, je pense que ça va être un rebond parce qu'il était baissé, il était tombé à peu près à 63 000 $ américains. Là, il est à 72 000. Est-ce qu'on est on est de retour par rapport à un marché haussier tout de suite? J'ai l'impression que non. C'est probablement juste un petit rebond technique, puis après ça, on va retomber en baisse là, à 60, peut-être 50 000 dans les prochaines semaines. Là. Non, je pense pas ça va se remettre à remonter là, à 100 000 dans les prochains jours, là, éventuellement, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des périodes de baisse, puis on n'a pas encore atteint le prix plancher. Ça, c'est mon hypothèse. On verra bien qu'est-ce qui va arriver. Sinon, pendant ce temps-là, j'écoutais régulièrement des vidéos de Paul Crypto Formation. Et il y a quelques jours, il a enregistré une vidéo où il dit qu'il arrête YouTube pour un moment. Puis là, il explique pourquoi. Ben, c'est ça que je peux comprendre qu'il arrête YouTube parce qu'il n'y a pas eu des bons commentaires. Parce que lui, il prévoyait qu'il allait avoir une hausse des altcoins, c'est-à-dire les crypto-monnaies alternatives à Bitcoin à partir à peu près du mois d'octobre. Et entre octobre puis maintenant, ben ça s'est pas passé. Moi, je m'étais déjà abonné à son infolettre, puis ça coûtait quand même un montant d'argent important là, à chaque mois pour avoir des informations par rapport à ces analyses de projets de crypto-monnaies alternatives au Bitcoin qui pourraient donner des rendements importants, là, comme par exemple une augmentation de 10 fois de valeur ou plus. Naturellement, ça ne s'est pas passé. Donc, je comprends qu'ils prennent une pause pour une couple de semaines et malheureusement, ce que je constate en lien avec le domaine de la crypto, puis je dois être honnête avec vous, je suis heureux de ne pas être un influenceur qui vit
de membership, là, des gens qui s'abonnent à un site web ou de vendre des formations en ligne parce que je ne pourrais pas m'exprimer avec autant d'honnêteté que je peux le faire parce que les gens veulent conserver leur face, là, ils ne veulent pas perdre la face publiquement. Mais le point que je dois dire dans un esprit de transparence, c'est que dans les derniers mois, en fait, j'ai perdu du temps et de l'énergie à étudier de manière trop approfondie par rapport à ce que ça m'a rapporté les altcoins, les monnaies alternatives au Bitcoin, et que pour le cycle à venir, je vais veiller à être sage, c'est-à-dire je vais investir probablement de nouveau dans du Bitcoin, MSTE, l'entreprise stratégie liée au Bitcoin par rapport au fonds négocié en bourse avec option d'achat, un peu comme Adrian de Passive Income Investing qui a une chaîne sur YouTube. Puis de l'Ethereum aussi. J'ai trouvé récemment un titre qui s'appelle ETHY.B, ETHY.B que Adrian prend. Puis en effet, le titre est très volatile parce que c'est lié à l'Ethereum qui est encore plus volatile que Bitcoin. Puis ça va chercher quand même un bon rendement. On sait qu'aussi, non seulement la valeur du titre risque de s'apprécier, puis aussi le rendement. Donc ça va être intéressant dans les prochains mois. Je me prépare tranquillement psychologiquement. À part Ethereum et Bitcoin, j'ai plus l'intention de toucher à rien. Comme NIR Protocol, AAV, puis d'autres projets. Là, non. Pourquoi? Ben, je trouve ça trop risqué. Dans le cycle passé, habituellement, il y avait la montée du Bitcoin, puis après ça, une fois qu'il a atteint son plus haut sommet historique, c'était la montée des altcoins. Ça, c'était les cycles précédents. Ça ne s'est pas passé du tout de cette façon-là à la fin de l'année 2025, comme plusieurs analystes dans le domaine l'entrevoyaient. Résultat, il y a sans doute eu beaucoup de gens qui ont été contrariés par rapport à ça, qui avaient misé beaucoup d'argent sur la montée des monnaies alternatives à Bitcoin, qui en ont perdu. Et c'est sûr que je comprends que des influenceurs puissent avoir eu des messages d'insultes ou autres à cause de ça. Malheureusement. Donc, tout ça, c'est délicat. Hein? C'est pour ça, entre autres, quand je fais des enregistrements, je dis toujours que ce pas des conseils en investissement que je fais pour ne pas blesser personne. Ça fait partie, je pense, de l'importance de respecter le public. Puis savoir qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois, je ne sais pas. Là, je me tiens plus tranquille parce que, comme j'en avais déjà parlé dans des vidéos, j'avais pris des fonds avec effet de levier sur l'or puis le métal argent. Puis finalement, ben, naturellement, c'est pas une montée en ligne droite vers le ciel qui se produit. Même chose pour les gens qui récemment ont sans doute spéculé sur la valeur du pétrole. Tout ça, ça demande de la surveillance, de la vigilance. Et puis, ce qui m'apporte plus satisfaction au fil du temps, mais ça demande de la patience parce qu'on ne fait pas nécessairement des montées d'argent aussi importantes, ben c'est l'investissement avec des fonds négociés en bourse avec option d'achat. Mais je peux quand même voir à travers mon portefeuille en réinvestissant les revenus passifs que je reçois liés aux fonds négociés en bourse prix qu'il y a une croissance qui s'opère. C'est ça l'essentiel. Donc, c'est ce qui va compléter cet enregistrement. C'est quoi ma façon d'anticiper les choses? C'est que probablement qu'il va y avoir des tensions encore dans les prochains jours. Puis, dans le fond, c'est les États-Unis, j'ai l'impression qu'ils n'iront pas de l'avant avec une destruction totale des infrastructures en Iran. Là, ils vont plutôt reculer, puis c'est l'Iran qui va gagner. Mais j'espère me tromper. Mais c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je partage ma position. Naturellement, par rapport au régime des mollahs qui force les femmes à porter le voile, qui vont condamner l'homosexualité, c'est-à-dire qu'en Iran, quelqu'un qui est reconnu homosexuel, il peut être pendu sur la place publique. Naturellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Par contre, présentement, au niveau du rapport de force, c'est eux autres qui sont en position de pouvoir. Donc, ça va être un dossier à suivre. Même chose par rapport à l'évolution du marché boursier en lien avec les événements. Et tant que Trump fait des messages, des menaces qui est instable en disant qu'à un moment donné, ben, il y avait des progrès spectaculaires dans les discussions, là, ça fait monter la bourse, puis après ça, il menace d'éradiquer
l'Iran de la carte. Là, c'est comme l'effet contraire. Tant qu'il y a de l'instabilité, ce que ça permet, c'est aux gens qui investissent avec des titres volatiles de faire de l'argent parce que la volatilité crée de l'argent en relation avec la vente de primes relatifs à la volatilité des titres boursiers. Ça, c'est important d'avoir ça en tête. Donc, si on réalise que plus que le marché est volatile, plus que ça permet au fonds négocié en bourse avec option d'achat de générer des revenus importants chaque mois, bien, ça me fait voir qu'à quelque part, il y a façon de tirer profit de la situation présente du marché qui est volatile lié aux tensions géopolitiques internationales présentement. Donc, c'est ce que j'avais mentionné et je vous rappelle encore une fois que l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement. Je ne vous dis pas quoi faire. Tout est fluctuant sur la bourse. Tout comporte des risques là, par rapport aux titres qui existent là, naturellement. Et parfois, il y a des renversements ou des chambardements spectaculaires qui arrivent. Donc là-dessus, je vous laisse. Je vous remercie de votre écoute comme à l'habitude. Et également, je vous dis bientôt au revoir.